on voulait faire un dernier panel pour conclure le colloque. Vraiment réfléchir avec, on a invité des gens là, avec des parcours diversifiés pour réfléchir aux stratégies de résistance puis au futur de la résistance puis de la résilience. Donc, le panel, ça s'appelle Quel avenir pour la résilience et la résistance? C'est pas un panel qui est organisé dans le sens où on n'a pas donné les questions à l'avance, on a juste des questions très larges qu'on va poser. On va finir à 5 heures, ne vous inquiétez-vous pas, parce qu'il y a des gens qui doivent aller prendre des trains, etc. Même avant. OK, mais je vais aller courtement avec les biographies, OK, parce que je pourrais passer 20 minutes à lire les biographies parce qu'on a vraiment du monde fascinant. Mais donc, je vais présenter les personnes qui vont être sur le panel. On est rendu ici. Il y avait vraiment pas mal de monde aujourd'hui. Donc, premièrement, on a David Castrillon, qui est au milieu ici, qui occupe le poste de directeur général du projet Inclusion. Il est titulaire d'une maîtrise en gestion d'innovation sociale à HEC Montréal. Il est diplômé en communication organisationnelle. Il a suivi des études de psychologie sociale et collective. Et puis, David est actuellement président du regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal, donc le RIOCM, et aussi président de la Corporation de développement communautaire de Rosemont. On a aussi Jean-Sébastien Fallu, qui est actuellement professeur agrégé à l'École de psychoéducation à l'Université de Montréal. Ses intérêts de recherche portent sur notamment la santé mentale, excusez-moi, j'ai passé une ligne, la psychologie et la prévention, ainsi que sur les politiques et la stigmatisation en matière de substances. Il est chercheur régulier dans de nombreux centres de recherche, incluant le FIJAD. Et il a beaucoup publié sur toutes sortes de choses très, très intéressantes. Vous le suivrez, plus de 100 entrevues médiatiques, notamment. 1000. 1000 entrevues. Bon, mon Dieu, 100 communications et 1000 entrevues. Fait que vraiment, quelqu'un qui est très public. On a Anne Fontaine aussi, qui est professeur agrégé à l'École de travail social, de criminologie à l'Université Laval, membre du Centre de recherche Jeunes, familles et réponses sociales de GEFAR, dont le directeur est là. S'intéresse principalement au phénomène de désaffiliation sociale, dont l'itinérance et plus particulièrement aux défis rencontrés par les jeunes en transition vers la vie adulte. Puis, depuis nombreuses années, elle se penche sur diverses dimensions de pratiques d'action communautaire, d'intervention de proximité, accompagnement de personnes marginalisées. On a Kimberly Manning, qui est professeure en sciences politiques à Concordia. Ses recherches sur le leadership des femmes au milieu du siècle en République populaire de Chine, sur la défense des intérêts des parents d'enfants transgenres au Canada contemporain. Et finalement, on a Francesco Macalister Caruso, qui est doctorant en sciences politiques à l'Université Concordia, qui étudie la citoyenneté et la représentation politique des personnes bispirituelles, trans et non-binaires au Canada. Et puis, depuis 3 ans, Francesco occupe le rôle de coordonnateur d'un projet pour une étude sur la revendication des parents d'enfants trans au Canada. C'est bon? J'ai fait vraiment court bio, là, mais c'est bon. Alors, on a commencé tôt ce matin. Certaines personnes d'entre nous étaient ici à 7h30. On a commencé le colloque à 9h. On a entendu parler de toutes sortes de choses. On a parlé de discrimination, on a parlé d'oppression à partir de différentes perspectives, de justice sociale, de positionnalité. On a parlé d'ancrage dans des valeurs, des convictions, même parfois de la foi, des religions. On a parlé de ça aujourd'hui. La manière dont ça nous a amené à parfois résister, à s'en aller vers des pratiques de résistance, de résilience. Bref, on a parlé de diverses formes de résilience, on a parlé de défis de limites. Pour finir, une des dernières questions, ça m'a beaucoup stimulé, c'était bon, qu'est-ce qu'on va faire avec Google, qu'est-ce qu'on va faire avec cette domination de certains groupes? Il va toujours y avoir, je pense, des luttes de pouvoir. Je pense qu'on est confronté à quelque chose, peu importe ce qui se passe, la société évolue, on va continuer à avoir des luttes de pouvoir. Donc, ça va nous demander de continuer à travailler sur des stratégies de résistance. Il va falloir continuer à les raffiner. Elles vont se développer, elles vont se transformer. Alors là, pour le panel, vous avez vraiment des expertises très, très spécifiques. Vous êtes des gens qui ont été engagés dans différentes stratégies, parfois au niveau en activisme, parfois au niveau intellectuel, au niveau communautaire. Donc, à partir de vos champs d'études, vos pratiques, vos ancrages, comment vous voyez, la résistance puis la résilience?
comment vous voyez en fait les stratégies les plus gagnantes dans le monde qu'on est en train de naviguer. Puis là, je vais donner toutes mes questions, puis vous irez en vrac, parce que je pense, comme on disait tout à l'heure, Annie, c'est pas dichotomique, c'est pas binaire. Des fois, c'est une stratégie peut être aussi un écueil. Donc, on va tout mettre dans le même pot, puis vous vous arrangerez avec ça. Mais est-ce qu'il y a des écueils à ces stratégies-là? Donc, ça, c'est nos questions. Alors, panélistes, je ne sais pas qui a envie de se lancer dans cette belle discussion. Ouais, si vous voulez. David, vas-y. Oui, vas-y. Juste expérientiel, quand je suis arrivé ici, j'ai découvert l'action communautaire autonome. En fait, et rapidement, je me suis penché, c'est quoi ça? En fait, c'est quoi ces secteurs? De quoi il s'agit? Et j'ai découvert rapidement que c'est dans ma conception, une innovation sociale très particulière, et même on discute comment les faire reconnaître comme patrimoine, une espèce de ressource patrimoniale, en fait, parce que c'est très spécifique. Juste pour vous dire une chose, et il y a des financements pour critiquer l'État. En fait, on nous finance parce que dans un des items, il faut transformer la société. Donc, c'est quand même particulier comme idée. En fait, au Québec, je sais comme, OK, il y a une forme de résistance qui a été faite à un moment donné et qui a été reconnue socialement et collectivement. Peut-être pas actuellement, parce que quand je parle avec les gens ne savent pas c'est quoi l'action communautaire autonome. C'est-à-dire, il y a une nature de transformation sociale qui est là et que je les vois, en fait. Je suis dans le milieu, je les vois, c'est des gens, en fait, mes boss, c'est la communauté, en fait. Je suis un instrument d'eux, en fait, pour eux. Mais c'est ça, c'est ça ce qui était là quand je suis arrivé. Donc, ça m'a frappé. Comme il y a ces résistances qui est là, peut-être il n'est pas reconnu à sa juste valeur parce qu'il y a une politique qui encadre l'action, en fait, et que je trouvais ça très intéressant. Et c'est pour ça que je dis, OK, il y a un travail déjà fait, que dans mon ancienne vie, c'était comme vraiment la lutte. Donc là, c'était comme, OK, il y a un travail déjà fait dans ces contextes-là, donc il faut en profiter. Je pense qu'actuellement, on ne profite pas, mais il faut qu'on, en fait, on ne profite pas assez. Je pense que oui, on le fait, et des fois, c'est associé à la charité, mais c'est pas ça. C'est comme une compréhension de l'action communautaire autonome. Et donc, une des choses, des enjeux que je vois, que des fois, ça se nomme comme la professionnalisation de l'action communautaire. Donc, actuellement, je pense qu'il y a, nous, on se bat contre la professionnalisation de l'action communautaire parce que ça, dans mes études plus en gestion, je vois que c'est on nomme ça les nanotechnologies de la gestion. Comment, dans des discours, des petits gestes, des cadres, on rentre toute une idéologie dans l'action qui résiste, qui veut résister. Et voilà, je ne le vois pas juste dans l'action communautaire autonome, dans plein de groupes, dans plein de gens qui militent, avec un langage, avec plein de façons de voir la réalité qui s'est traversée par la gestion. Fait, pour moi, je fais des études anciennes sur le leadership, par exemple. Et on fait une critique très forte au leadership comme une moyenne et très occidentale de reconnaître un individu. En fait, on valorise la reconnaissance par la distinction. Et on était comme, OK, c'est vraiment, ça envahit plein de sphères de la vie. Donc, on essaie de résister dans l'action communautaire autonome à cette professionnalisation de l'action communautaire et des résistants, en fait, du militantisme. Donc, dire, hey, il faut vraiment être attentif, être conscient qu'il y a plein de langages, plein de façons, des tableaux. En fait, on est contre la planification stratégique, par exemple. On lutte contre ce type de discours, ce qui amène tout le monde derrière ça, c'est-à-dire une idéologie qu'on essaye de, hey, attention, donc, voilà, je m'appelle. Donc, Comme plus structural. oui, puis en fait, ça fait des liens avec, si je ne me trompe pas, ce que Bénédicte a dit ce matin et aussi ce que Caroline a apporté un petit peu plus tôt dans la présentation, quelque chose que tu as vécu dans ton parcours. Réaction, d'autres formes de stratégies, des stratégies similaires. Peut-être que je vais y aller parce que je pense que, ben, en fait, Caroline, ta présentation vraiment m'a marqué parce que je pense que c'est tellement important surtout qu'on aille au-delà de se fier aux leaders pour représenter nos communautés, parce que ça met beaucoup d'emphase sur une personne et son point de vue, puis ça limite aussi l'exposition aux autres points de vue. Je pense en même temps qu'il est aussi important de reconnaître qu'on a différentes façons d'intervenir en politique ou en revendication, puis que c'est pas nécessairement tout le monde qui veut être un porte-parole. Mais en même temps, on a besoin de gens qui vont apporter le message à des publics qui n'y sont pas exposés normalement.
Je pense qu'il y a aussi quelque chose là avec l'enjeu qui c'est. Je ne me rappelle plus qui en a parlé tantôt, mais du fait que c'était peut-être aussi dans un autre colloque que. La soupe, la fameuse. Mais, l'idée selon laquelle on peut pas dire aux gens, ben, va t'éduquer. Oui, oui, l'éducation, c'est un devoir personnel. On a tous le devoir de s'éduquer. Mais quand quelqu'un nous arrive avec des questions, c'est pas nécessairement notre responsabilité de les éduquer. C'est mardi. Oui, c'est ça, exactement. C'est mardi. C'est ça. C'est pas nécessairement notre responsabilité individuelle de les éduquer. Je pense qu'on n'a pas tous toujours à être des éducateurs. Mais quand on dit à quelqu'un, Google it, si tu vas le googler, la première chose, souvent, je vais parler des études transgenres, la première chose que tu arrives quand tu cherches quelque chose de trans sur Google ou encore pire sur YouTube, c'est l'extrême droite. C'est des discours qui sont haineux, c'est des discours qui sont trompeurs. Et puis là, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est la personne-là qui n'a jamais été exposée à ces enjeux-là. La première impression qu'elle a de notre communauté, c'est pas ma job, va t'éduquer. Et puis là, il rencontre une communauté de la droite qui est très accueillante, qui est même très excitée à l'idée de les accueillir et de dire, moi, je vais t'expliquer c'est quoi. Alors, je pense qu'il faut éviter de mettre l'emphase sur une personne comme représentant, mais en même temps, il faut aussi pas éviter de prendre sa place, puis faut pas éviter de partager nos connaissances. Euh, Pas tout le temps. Tu sais, des fois, il faut prendre notre place, puis faut donner sa place, puis prendre, comment dire, faut pas, on a nos limites. Puis je pense qu'il faut respecter ça, mais en même temps, il ne faut pas non plus s'enlever de la communauté parce que, oui, on est des individus, mais on est aussi un collectif. L'importance des connaissances et de l'action collective Ouais. qui était avec la première présentation, je pense. Oui. J'essaie de repenser à toutes les présentations de la journée, mais tu as fait une introduction ce matin sur ce sujet-là assez bien en parlant des 3 études de cas. Ouais. Réaction à ça ou poursuite? Suivant, on changera après. Poursuite échange. Ça va être très improvisé là, parce que ça pop dans toutes les directions. Puis je sais comme pas par quel bout accrocher la chose, mais ce que en tout cas, j'ai surtout le goût de l'aborder en termes de posture. Tu sais, en tant que femme blanche, cisgenre, prof universitaire, je peux pas m'identifier à des communautés qui soient marginalisées. Puis par moments, ça crée un sentiment presque d'imposteur, donc de découvrir c'est quoi la bonne façon d'être une alliée aussi, dans mon cas, de travailler avec des personnes marginalisées en situation d'itinérance, comment être une bonne alliée, de savoir à la fois euh, euh, être sensible à l'écoute du vécu sans présumer que je peux comprendre c'est quoi de vivre les réalités. Et pour moi, je pense que ce que j'ai adopté comme façon de faire, c'est ce que je suis de façon naturelle, c'est d'être curieuse, de prendre des risques, des fois m'être trompée, d'avoir fait des erreurs dans comment je me présentais ou je représentais les choses et d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humilité dans ces rapports-là. Et aussi, ça m'a amené parfois à, comment je dirais ça, euh, de développer des rapports euh, d'empowerment et égalitaires, amène d'être dans des relations intersubjectives qui ne fait pas juste il faut que ça soit dynamique, tu sais, qu'il y ait aussi une tension avec les populations. Sinon, parfois, je trouve que ça devient, il peut y avoir une forme de condescendance dans le fait de dire, je te trace le chemin pour que tu parles et ta parole est amplifiée par rapport à la mienne. J'improvise vraiment la réflexion que j'ai parce qu'elle est très intime comme sensation. Tu sais, je travaille avec des personnes avec qui j'ai co-partagé, tu sais, des comités de jeunes dans des recherches-actions sur l'itinérance et de développer une relation qui soit vraiment égalitaire, ça peut vouloir dire que des fois, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu sais, donc, il y a comme un dynamisme, je trouve, dans les relations. Même chose pour la place, par exemple, de l'action communautaire, le débat. Je suis beaucoup toujours par nature, par ma personnalité, par mes positionnements théoriques aussi, dans des rapports dialectiques, puis de dire, par exemple, l'action communautaire est là pour faire monter des choses qu'on veut qui s'institutionnalise socialement parce qu'on veut des réponses structurées dans la société à des besoins.
Mais à partir du moment où tout est trop structuré, ça tue la force vive là, de la transformation puis de la critique. Donc, pour moi, il y a toujours des tensions, autant dans les relations avec les personnes, dans nos rapports de statut, qu'on ne peut pas les cristalliser dans des rapports, autant au plan organisationnel, sociétal, entre ce qu'on revendique versus ce qu'on veut quand même maintenir. Tu sais, on a évoqué tantôt, tu sais, par exemple, si on a des réponses institutionnelles ou politiques à des besoins, parfois ça devient des fausses réponses qui taisent la critique et donc c'est un enjeu. Mais de l'autre côté, s'il n'y a pas ces réponses-là, c'est aussi un enjeu. Fait que pour moi, ma stratégie, qui est aussi mon écueil, c'est d'être constamment un peu en sentiment ou en état de questionnement, de curiosité, de critique, sans tomber dans le cynisme. C'est entre autres pour ça que j'ai beaucoup aimé Céleste quand ce matin, elle nommait souvent ça commence par ça. Pour moi, ça me parle beaucoup. Tu sais, on jette, on sème, puis on se trompe, puis on chemine. Fait qu'il y a quelque chose dans les stratégies d'accepter cette espèce de brouhaha-là, puis ces tensions-là, et en même temps, ça veut dire assumer le besoin d'organiser les choses aussi. Pour moi, c'est une tension Fait que comme c'est une balance, en fait, c'est une balance, c'est un équilibre. oui, mais pas un équilibre, pas une homéostasie Non. bonne pour tout le temps. Là, tu sais. Pour moi, mon mot préféré, je pense, c'est la négociation. Tu sais. On est dans une négociation perpétuelle entre le formel et l'informel, entre des rapports de force, etc. Jean-Sébastien, Kimberly, vous avez été aussi impliqué dans des mouvements. Oui, et ouais. Je voudrais juste ajouter un petit peu parce que la semaine prochaine, je vais donner un cours sur le leadership féministe et parle exactement ça, les choses que vous avez parlé juste maintenant. Mais c'est très dur. C'est très facile à dire, mais très dur à faire. Et pour moi, c'est le grand défi de ma vie. Non, vraiment. Et pour cette semaine, je suis en... et ce moment, c'est très facile pour moi parce que j'ai beaucoup de privilèges aussi. Mais à la même chose, à la même temps, c'est très facile de euh, renverser à la situer défensive. Pour moi, c'est c'est très simple et très facile et très vite. Mais c'est nécessairement absolu pour, pour les profs et les personnes dans les positions privilégiées pour bâtir contre les, les, les positions de défense et euh, créer avec les autres personnes les relations de trust, confiance. Et ça, c'est le plus dur, excusez-moi, plus dur, mais le plus important. Les relations de confiance. Bon, là, on a dit qu'on n'est pas trop long. 2 pages. C'est ça. Il n'y a pas de questions, mais en même temps, il y a un thème. Puis quand il y avait 2 questions à la pause, puis Enrico m'a écrit, puis il m'a dit on aimerait ça que tu parles de ça, puis ça. Fait que, fait que je vais quand même parler. OK. Tu parlais de positionnalité. Moi, j'ai toute une trajectoire de vie qui, je pensais pas me mènerait là, mais il y a 2 ans, j'ai décidé de toujours, quand je fais une communication, un cours, une conférence, une publication, de placer ma positionnalité. Puis c'est issu aussi d'une réflexion qui a commencé il y a en 2019, il y a 5-6 ans, où j'ai décidé, dans une logique
De militance, là, je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans, mais de m'auto-dévoiler. Je suis plein de privilèges, là, puis quand je fais ma positionnalité, je les reconnais, mais j'ai quelques oppressions. Je vais y revenir, mais je suis une personne utilisatrice de drogue, ex-travailleuse du sexe. Euh, j'ai déjà vendu de la drogue, imagine. Euh, je suis non monogame, puis je vais parler des écueils, surtout en lien avec cet autodévoilement-là, mais je vais après parler des stratégies plus larges, rapidement. Euh, j'ai réalisé aussi que la question des drogues, puis je dirais aussi le travail du sexe, non-monogamie, c'est des choses qui sont peut-être différentes. Par exemple, je vois une différence entre plusieurs choses qui sont caractéristiques, par exemple, être une personne noire, homosexuelle, transgenre, ça suit toute la vie. Les drogues, on peut en prendre, on peut arrêter, on peut avoir un trouble, on peut ne pas avoir de trouble. Ça, c'est toutes sortes de fractures dans la stigmatisation, puis dans le tokenisme aussi. On tokenise beaucoup les personnes qui ont eu un trouble, qui ont arrêté, puis c'est une belle histoire, puis en tout cas, j'ai pas le temps de rentrer là-dedans, mais un des écueils que j'ai vu, c'est que justement, en voulant personnellement changer les représentations sociales des personnes qui consomment, en me présentant comme prof d'université, c'est un peu pour défaire l'image de personnes déchets sociales qui consomment, mais en même temps, ça stigmatise les personnes-là de faire ça. Euh, euh, Puis d'ailleurs, la personne qui m'a inspiré pour mon autodéveloppement, c'est Carl Hart. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un Afro-Américain, sommité mondial neuropharmacologue, euh, un Afro-Américain. Puis j'ai déjà entendu dire, ben oui, lui, c'est sûr, qui consomme, c'est un noir. Tu sais, fait il y a aussi la mobilisation du privilège peut avoir de l'impact, mais en même temps, puis j'ai réalisé aussi que les personnes minorisées, puis stigmatisées, puis plus ça risque d'être criminalisé, ben, ils ont moins de chances de s'autodévoiler aussi. Puis je crée une fracture où moi, j'ai des privilèges, puis en me dévoilant, mais là, j'ai une certaine reconnaissance. On m'invite dans des conférences à l'international parler de ma consommation de pot. Tu sais, on me paye l'hôtel, de fun. Euh, mais c'est ça. Mais je pense que c'est peut-être dans les stratégies en inconscient puis de nommer. Euh, L'autre enjeu que j'ai vu, l'écueil aussi, c'est la question de quand on se dévoile. Quand on parle de soi, on parle des autres. Puis, moi, c'est arrivé qu'en parlant de ma réalité, ben, par exemple, ma copine Amélie, sa mère a su qu'elle prend de la drogue la fin de semaine. Parce que c'était écrit dans le journal. Mais je ne l'ai pas nommé, mais tu sais, j'ai en idée. Puis, on fera un deuxième tour, mais je vais nommer tout de suite un écueil. Mais c'est comme tu disais, tu sais, il y a beaucoup d'écueils qui sont aussi l'inverse en tout cas, d'une stratégie, là. Puis là, j'élargis un peu, puis c'est une chose que en fait, je vais nommer une couple d'affaires, un risque, c'est je remarque que dans les groupes minorisés, puis on parlait tantôt de justice sociale, c'est qui? Ben, c'est les groupes qui sont quand même opprimés. Mais factuellement, il y a des hiérarchies dans les oppressions, mais il faut quand même pas les hiérarchiser, puis créer, je pense qu'il faut se mettre ensemble, puis si on veut, bon. Puis aussi, je vais finir avec ça pour vrai, mais ce que Freud appelait, puis qui était récupéré en géopolitique, puis que je vois aussi dans les groupes militants, le narcissisme des petites différences. Ça, je trouve que c'est un écueil important et une stratégie, ben, c'est de l'éviter, là. Puis le narcissisme des petites différences, je ne sais pas si tout le monde est à l'aise ou connaît ça, mais c'est que c'est parti de. C'est appliqué en géopolitique, là. Deux villes qui sont côte à côte là, dans une province, dans un État. Puis les deux se détestent parce que les autres sont donc ben, mêmes, puis sont mêmes, sont mêmes. Mais dans le fond, c'est les deux qui se ressemblent le plus à la planète, tu sais. Puis on voit ça malheureusement, je pense, dans les groupes militants où si t'es pas un militant ou une personne concernée ou un allié parfait, ben là, t'es ostracisé, puis là, on se mange en groupe. Je vais arrêter là-dessus.
Ben, c'est intéressant parce que là, tu es en train de soulever encore un thème qui a été soulevé, je pense, par Caroline. J'essaie de me rappeler, mais des hiérarchies. La pureté militante. Oui, des hiérarchies, des oppressions. C'est moi qui ai parlé de ça, c'est quelque chose de Mais aussi des luttes pour les reconnaissances. Il y a quelqu'un qui a parlé ce matin des luttes de justice par les groupes plus d'extrême droite maintenant. Ouais. Donc, Ouais, c'est des luttes de reconnaissance aussi. J'avais vu un meme sur la hiérarchie des oppressions, ça disait que tu sais, tu te noies dans 8 mètres d'eau ou dans 25 mètres d'eau, t'es mort pareil. Je ne sais pas si vous avez. Non. Je ne sais pas si vous avez. Tu sais, on a commencé à identifier. Moi, j'ai pris des petites notes, mais on a commencé quand même à identifier, je pense, des ingrédients qui sont incontournables à la résistance, mais qui peuvent aussi être des écueils. Tu sais, je pense, par exemple, euh, à la conscience de sa positionnalité puis des impacts. Je pense que c'est une nécessité quand on veut s'embarquer dans des luttes de résistance puis des luttes de résilience. Des luttes de résistance. Voyons, je commence à être fatiguée. Des luttes pour la reconnaissance ou des stratégies de résistance. Voilà, je l'ai caché. Mais ça peut être aussi un écueil, dans le sens où on peut se cristalliser dans cette positionnalité-là, puis vraiment utiliser ça même pour dominer une autre personne. Je ne sais pas si dans toutes vos expériences, vous avez des choses que vous voudriez partager sur des stratégies ou des éléments de stratégie qui semblent être les plus gagnantes, qui ont été les plus importantes dans votre travail, dans les expériences que vous avez eues. On peut y aller, on peut retourner, peu importe. On fait des projets collectifs. En fait, c'est la communauté qui va mettre en place des projets, des espaces. On va parler d'espaces d'interaction inclusive. En fait, les gens vont surtout pas individualiser le projet, plus en collectif, on va créer quelque chose. Et il y a, je pense qu'il y a une stratégie qui est très porteuse au niveau des participants, équipes, et des gens qui réfléchissent, qui agissent dans le projet. C'est éviter et traduire les expériences vécues et croire qu'on va les capter avec un discours argumentatif. C'est-à-dire juste reconnaître que ce qui a été vécu dans cet espace a été vécu dans cet espace. Et c'est là qui s'est passé, et ça crée un monde d'interaction qu'après, on va voir qu'est-ce que ça donnait à l'extérieur. Mais juste là, c'était une réponse complète à plein besoin, en fait, que les gens avaient. Et ça s'est vécu avec son corps, avec son expérience, dans les interactions qu'il y avait des gens avec l'espace. Et donc, on sort de ces espaces, c'est comme, et on veut rapidement, je pense qu'en Occident, on a cette tendance à les traduire dans un discours ordonné, argumentatif. Des fois, les récits aident. En fait, la narration, je pense qu'il faudrait peut-être explorer les contes ou les romans ou quelque chose pour traduire, ou d'autres types des fois, l'art va servir mais en sachant que cet espace ne va pas se reproduire. En fait, c'est vécu, c'est passé. Donc, juste croire, il y a quelqu'un qui parlait de, ah, il faut éviter faire ça. C'est pas juste il faut éviter, c'est que c'est pas possible. Donc, croire que c'est possible, je pense que c'est ça un peu qu'on va avoir conscience que tu peux pas traduire ça, en fait, tu vas perdre tout le temps. C'est une perte de l'expérience vécue, d'une expérience qui est riche là, qui est dans une communauté. Et X, en fait, peu importe elle se trouve, mais c'est juste reconnaître que cette expérience vécue est là et Donc, entendre, ben justement, c'est la reconnaissance. Hein? mais que tu peux pas traduire Non. ce qui était vécu dans ces moments, espace, donné, collectif, vécu collectivement. En fait, juste reconnaître que c'est ça ce qui est donc. Un peu en prolongement, mais pas tant que ça, là. Mais il y a deux choses qui me viennent en tête. Mais dans l'idée, par exemple, il peut y avoir des choses pas nécessairement juste de l'ordre du récit, mais une façon de nommer les choses qui vont peut-être pas fitter après dans des points. À titre d'exemple, on était dans un colloque sur la prévention de l'itinérance. On était avec les jeunes du comité de jeunes. On a fait une recherche-action sur l'itinérance et leur façon de nommer les enjeux de l'itinérance et la prévention de l'itinérance fit pas pantoute avec les programmes tels que structurés. Et une des personnes qui assistait à la conférence, qui est un chercheur notoire, mainstream, en itinérance, s'est levé puis il a comme nommé, il a remercié quand même. Après, il a rapidement dit, je suis resté sur ma faim. Ce que vous dites, tu sais, peut pas nourrir, mettons, l'élaboration des programmes, tu sais.
je suis venue excuser, je ne sais pas d'argent, j'étais en tabarnak, qui se permettent de dire ça à un groupe de gens qui avaient. Puis on a eu des conversations dans l'après-coup, j'ai discuté avec lui, je l'ai confronté, cette personne-là s'est excusée après. Auprès de nous, puis après, ça s'est communiqué aux jeunes. Fait, il y a deux messages là-dedans. L'enjeu que il y en a qui ne comprennent pas qu'on peut avoir des contributions à l'avancement de la compréhension des phénomènes sans qu'ils soient utilisés de façon directe, mais que aussi le dialogue peut donner quelque chose parce que cette personne-là était capable d'entendre alors qu'on aurait pu rester entre nous à être choqués de sa réaction. Ça m'amène à l'autre point. Je pense qu'on a besoin dans cette complexité-là des identités multiples, mais qui sont obligées de cohabiter ensemble dans une société, autant en recherche, en intervention, dans toutes les sphères, d'avoir des espaces protégés entre gens qui partagent des défis, des attributs, une réalité, une fonction, où ils sont protégés, puis ils peuvent s'exprimer, puis nommer ce qu'ils vivent ensemble et choisir ensemble ce qu'ils veulent partager avec les autres, puis qu'il y ait d'autres espaces pensés pour mettre en relation des rapports de force inégales. Mais si on envoie, par exemple, des personnes trop rapidement porter la parole de leur groupe, puis là, c'est comme individu, ils portent tout le poids de représenter un groupe social, ça crée des rapports inéquitables. De l'autre côté, si on reste juste dans des entre-nous, ben, on se ramasse dans des clivages incroyables. Fait que pour moi, la notion de... Puis en recherche, elle se manifeste, par exemple, de faire des groupes de discussion homogènes, puis après réunir dans des groupes hétérogènes des représentants de différentes paroles, puis tu le sais que c'est pas la même vocation, ces deux espaces-là. Donc pour moi, cet aller-retour-là entre travailler ensemble dans des gens qui partagent des défis, se comprendre, ventiler entre nous sans la crainte, ni du jugement ou de la récupération, ou qu'il faut toujours prendre position, mais en même temps avoir des lieux où porter cette parole-là, puis la mettre à l'épreuve dans les relations avec les autres. Pour moi, ça, c'est un peu une clé à bien des niveaux. Donc, l'importance d'un partage des connaissances à travers différents groupes, mais aussi d'une conscience peut-être anti-oppressive, je dirais, des relations de pouvoir, puis justement de ne pas voir un type de savoir comme étant plus important que l'autre type de savoir, mais plutôt y aller avec une complémentarité de savoir, puis d'essayer de faire de quoi avec ça. Peut-être si je peux faire du pouce sur ça, je pense que c'est tellement important. C'est quelque chose qu'on commence de plus en plus à accepter, surtout dans le monde comme universitaire. Je pense qu'une des stratégies qu'on avait avant, sur lesquelles on misait, c'était la collecte de données. Que si on peut juste recueillir assez de données pour démontrer, tu sais, je vais encore utiliser l'argument des communautés LGBTQ, surtout après le mariage pour tous en 2005, l'idée était que ben, si on peut juste documenter notre oppression, si on montre des chiffres au gouvernement, on va prouver qu'on est opprimé, puis ben, tu peux pas nier les chiffres. Puis je pense que comme ça avait sa place dans un certain moment, euh, je pense qu'on n'est plus dans ce moment-là. Je pense qu'il y a plusieurs recherches qui ont démontré, on peut regarder par exemple la crise climatique, qu'on a les données. Là, comme, tu peux pas être plus clair que ça avec la recherche pour démontrer qu'il y a un problème, mais faut-il encore que les décideurs et les décideuses politiques aient l'envie d'écouter ces données-là? Euh, je pense que on peut parfois tomber dans le piège, je sais pas si c'est néolibéral, mais dans le piège de comme tout structurer nos arguments sous la recherche. Puis oui, c'est important, mais faut pas oublier que comme c'est aussi un enjeu de débat politique, puis c'est un enjeu d'argumentation, mais de relation, je pense. Puis comme je pense que tu as très bien soulevé le point que comme, tu sais, il faut utiliser l'approche des récits. Je pense que ça, c'est tellement puissant pour faire des liens personnels, pour montrer l'humanité derrière les données, pour justifier pourquoi que même si tu comprends pas mon oppression, à la fin de la journée, je suis humain, tu es humain, puis on peut, tu sais, avoir des liens comme ça. Alors, je pense que éviter de tomber dans le piège de trop se fier aux données pour, tu sais, faire plus les choses. On a vu dans plusieurs changements législatifs au Québec comment le témoignage a été pivot en fait, l'adoption de lois. Ça va te donner un mariage pour tous plutôt, mais si je me souviens, en fait, c'est une jeune personne qui est allée témoigner puis qui a dit moi, j'ai deux mamans. Puis regardez, Ouais. je suis correcte. Fait que le témoignage est vraiment important, même si tu as de la donnée. Il faut aussi être capable d'écouter.
peut-être d'autres réactions. On va peut-être bientôt terminer, mais moi, j'aurais d'autres questions, mais je vais me laisser répondre jusqu'à 6, mais... Peut-être rapidement, justement, tu parlais de mariage pour tous, mais récemment aussi, il y a eu un jugement pour les parents Ouais. parce que, Ouais. il n'y a pas de loi encore, mais ça a été validé, là. Il y en a juste deux. Évidemment, une stratégie, c'est les tribunaux. Je pense que c'est ça, la Ligue des droits et libertés, puis non, puis les avocats pro bono, puis faire revendiquer. Moi, dans les stratégies, je me sens un peu imposteur parce que, en général, dans ce qui est revendication large pour des groupes opprimés, c'est pas un sujet que je connais tant que ça. Je connais mon sujet pour les drogues, les personnes utilisatrices de drogue, puis c'est sûr que moi, je pense qu'une autre stratégie qu'on ne fait pas assez, qu'il faut faire plus, puis des fois, je me dis, il faut que j'arrête de faire des études, il faut que j'écrive des lettres d'opinion. Il faut parler au grand public. Je pense que les politiciens qu'on a, politiciennes, c'est le reflet de l'électorat. Je ne sais pas comment, c'est facile à dire, mais à faire, c'est pas toujours facile, mais les lettres d'opinion, je pense, le plus possible. Euh, les recherches, effectivement, je suis d'accord que, tu sais, demander les données, mais en même temps, des fois, comme je viens juste de voir un exemple très concret où on avait, tu sais, on sait que les personnes de la diversité, mettons, plus de problèmes de consommation plus à risque ou de santé mentale. Là, ça fait dire à des gens, eh, voyez, c'est une mauvaise chose. C'est ça. Avec des collègues, on vient de publier une étude où on montre que finalement, c'est par le stress minoritaire et non pas par l'identité que Voilà. ça. Fait que, tu sais, des fois aussi, il faut continuer, mais j'avoue que, bon, puis je l'ai dit tantôt, se regrouper. Et comme tu dis, garder des espaces restreints, mais comme tu as dit aussi ce matin, décolonisation et DI, on peut être ensemble et en parler. Euh, Peut-être juste dire internationaliser en tout cas, moi je parle de plus en plus de ça avec des gens dans d'autres pays, qu'il faut qu'on internationalise nos luttes parce que les mêmes enjeux se répètent un peu partout. Puis j'ai envie d'être dissident et de dire qu'il faut non seulement se regrouper en communauté puis avec des semblables parce que on- moi, je vieillis aussi, là, comme Jorge. Toi aussi. Mais tu sais, c'est comme quand j'avais 18 ans, je me disais, ah, un jour, je vais vivre dans un monde. Ben, je pense que je vais vivre, je vais mourir dans un monde où il y aura encore beaucoup d'oppression, de violence. Puis je me dis, faut se regrouper ensemble pour vivre des moments, même dans des bulles, là. Puis quand je dis, même, j'ai envie de dire, tu sais, sexe, drogue et rock'n'roll. Non, mais c'est vrai, tu sais, les effets thérapeutiques des drogues, moi, je pense que ça va être bien. Parce que chacun ses moyens. Je pas parlé, mais je vois que Céleste avait une question. Est-ce que ça... Oui. Peut-être juste pour rebondir un peu sur ça aussi, il faut admettre que l'extrême droite a été extrêmement efficace dans les 5, 10, 20 années à manipuler l'opinion publique. Puis je suis certaine que vous connaissez déjà le concept du working window, de la fenêtre open, genre le déplacement de l'opinion publique. Puis comment est-ce que, justement, on se trouve à cette heure avec un pays qui est bien plus à droite que même durant la guerre de 2012. Ouais. Donc, peut-être une question très large pour tous, c'est comment est-ce qu'on peut renverser la tendance? Comment est-ce qu'on peut faire renverser la courbe? Rapidement, un petit peu sur ça, parce que je pense que c'est tellement important, parce qu'on avait mentionné tantôt les tribunaux comme outil, et oui, les tribunaux sont un outil important, mais de plus en plus, quand on a un électorat qui est polarisé ou qui accepte les discours qui sont trompeurs, hein, ça rend légitime l'utilisation des pouvoirs comme la clause dérogatoire pour justement éviter le judiciaire. Fait que de revenir au point qu'on faisait tantôt de oui, les lettres d'opinion, ça a sa place, c'est important, parce que c'est ça qui va idéalement convaincre les gens à ce que il ne faut pas utiliser la clause dérogatoire pour ça. J'ai peut-être un élément de réponse en toute modestie, là, mais j'essayais d'interpréter la chute de la gauche. Tu sais. Je discutais, il y a quelqu'un qui m'a amené un argument que j'ai dû considérer. Bien sûr, il y a une caricature des woke
absolument dégueulasse, puis d'hommes de paille qui n'existent pas, là, tu sais. Mais je vous le soumets, là, je trouvais que ça avait de l'allure. Il me disait, tu sais, à droite, là, non seulement ils sont très organisés, puis ils ont des think tanks, puis, tu sais, mais il me disait, si t'es, je sais pas, t'es homophobe, mais t'es à gauche sur un autre truc, ils vont te prendre dans leur rang à droite. Ouais. Ils vont te prendre, puis ils vont essayer de travailler pour que tu deviennes à droite sur tout. Nous, c'est un peu le narcissisme et les petites différences. Ouais. Dès que quelqu'un est là, on le rejette. C'est un gros problème. Il y en a qui arrivent qui oublient qu'eux aussi ont appris. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, exact. Ouais. La vie est demandée aussi. Des fois, les gens l'oublient. Oui, Et donc, c'est un problème. Ça, c'est un truc élitiste, en fait. élitiste, Des exact. fois, les gens qui ont le vocabulaire, Ouais, savent parler, savent écrire, mais les actions. ouais. Oui. Des fois, les gens qui n'ont pas le vocabulaire sont plus féministes que Oui. tout à fait. Ouais. Tout à fait. Fait qu'est-ce que c'est un appel à la bienveillance? Dans la... J'ai un saut dans- Non, mais c'est encore un équilibre parce que tu ne peux pas avoir n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Sans tomber dans le ton par là. Ouais, je suis d'accord avec ça. Le côté, moi, je fais une maîtrise sur l'humour, anthropologie. Je ne peux pas assez fort. Je fais une maîtrise sur l'humour et j'utilise cette discipline comme moyen et fin, je dirais, pour les personnes issues de l'immigration à Québec, pour les humoristes. Comme moyen d'émancipation et fin en soi. Parce qu'en fait, c'est à la fois un moyen révélateur de ce qu'on fait. En fait, les gens parlent face à un public, mais ils sont que ce qu'ils sont. C'est-à-dire que la matière première, c'est eux. Sinon, ça ne marche pas, ça ne marchera jamais. C'est comme j'ai des entrevues, je dis souvent, je parle de moi, sinon ça ne passe pas. Et de l'autre côté, il y a le côté réceptivité, les gens vivent. Je veux dire, c'est un peu comme, soit on vit comme personne qui fait partie de cette catégorie-là de présentation, soit on vit avec ces personnes et on vient payer les gens sur le peu d'argent que la plupart des gens aujourd'hui ont en termes de divertissement personnel. Et c'est à ce moment-là qu'on est dans l'informel. C'est à ce moment-là qu'on est dans le partage, comme vous dites. C'est à ce moment-là qu'on est dans la tête, uniquement par rapport à la sur le côté, voilà, si on est calme, si on est zen, l'assimilation se devient plus fort que si on est dans les formes de contrainte. Il y a aussi c'est comme un parallèle entre la théorie et la pratique. C'est comme pour vous, même une roue vertueuse, il faut continuellement faire ça, mais il y a aussi le formel et l'informel. Et je pense que ça peut aider parce qu'on est dans l'informel et l'intime, mais en public. C'est ça. Et en fait, les gens n'ont pas besoin de parler, ils ont juste besoin d'être là et de comprendre. Et en plus, ils sont payés pour le faire. Ils font ensemble, ça fait. Donc, il y a vraiment, et en plus, c'est dans un aspect, c'est dans un but, nous, de rire et d'être détendu, qui est aussi une thérapie. Absolument. Donc, en fait, il y a tout un concept où on demande aux gens implicitement d'aller vers comment dire, vers leur humoriste complice, celui auquel ils s'assimilent, etc. Il peut être pris par la droite très fort, mais il y a le discours qu'il a eu. Mais en tout cas, je trouve que c'est une porte énorme en termes de message. Tout ce que vous disiez, j'avais envie de me taire, puis début, mais ça regroupe tellement ce que vous dites, en fait. Il y a vraiment un rapport à l'humilité. Je viens sur scène parler, certes, je suis dans l'ascendant parce que j'ai un micro, puis que je suis sur une scène, mais je parle de mes faiblesses et de mes vulnérabilités face à des gens qui vont faire écho, en fait, d'une manière ou d'une autre. Il y a tout un tas de choses comme ça qui sont, je trouve, précieuses pour qu'on puisse évoluer ensemble. Et voilà. Je sais pas de question. C'est intéressant. C'est une dimension en fait qu'on n'a pas couvert du tout. L'humour aujourd'hui, mais vraiment merci de cette belle contribution. Il y a beaucoup d'humoristes sur l'immigration qui dénoncent l'injustice dans le faisant rire. Ça, c'est extraordinaire. Je disais tout à l'heure sur Black Excellence. Il y a un humoriste activiste qui s'appelle Renzo Washington qui réfute ça. Ouais, bien, il est en fait. Je l'ai sur le plateau. Et bref, en tout cas, il est activiste et il le dit, et la présentatrice est très gênée. C'est quelque chose qui est passé à la télé il y a 2 ans, enregistrement au mois de novembre, il me semble.
Et il disait, le Black Excellence, je suis absolument contre. On voit la femme, elle fait les notes parce que c'est un Black owned business and stuff like that. Il n'y a aucun problème. Et c'est juste le côté, et je suis à 1000% d'accord avec lui depuis toujours, c'est simplement le côté hiérarchique des Noirs. En fait, on réitère, on utilise le choix du maître. Ouais. En fait. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'elle n'a pas su répondre, et je trouve ça intéressant. Il n'a même pas été censuré, je pense. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se joue en termes de arrêtons de continuellement créer des cadres, des cases. Ça peut être utile à un moment, mais ensuite, il faut s'affranchir de ces bêtises. Enfin, c'est... Oui, enfin, voilà, il faut l'utiliser consciencieusement et astucieusement, quoi, sans défaire, mais selon les personnes, selon les besoins, les origines, etc. Mais ouais, c'est important de pointer du doigt, c'est clairement ce que J'ai su là-dessus aussi. Il avait dit, genre, excellent pour qui. J'avais expliqué un texte, il avait dit influent pour qui, parce que je parlais du palmarès des 100 personnes influentes. Donc, rester conscient puis critique peut-être des discours qui se construisent autour des luttes. Ça, je pense que c'est peut-être important. Je pense que C'est juste une réflexion qu'on a dans les projets avec l'équipe, les participants, c'est on parle souvent, mais j'entends souvent une lecture des rapports traversés par les pouvoirs. Et en fait, pour nous, ça ne nous rejoint pas, dans le sens que ce qu'on voit, c'est que ça peut être une moyenne utilisée par des acteurs pour entrer en relation, mais c'est pas toutes les relations. Des fois, ça se comprend comme ça, comme si toute relation est une relation de pouvoir, et ça crée en fait, c'est comme autocréatrice, une chose qui n'est pas là nécessairement. Donc, c'est une stratégie? Oui, comme d'entrer en relation, mais à la base, ce qu'on dit, il y a comme un sentiment je veux exister aux yeux des autres. Et une des stratégies, c'est oui, c'est le pouvoir comme stratégie, mais pas confondre des fois que tout n'est pas le pouvoir. Il y a plein de choses qui sont là. Tu parles de l'humour, tu parles, en fait, plein de moyens qui sont disponibles et que des fois, un geste peut être interprété comme relation de pouvoir quand rien à voir avec ça. C'est plutôt en fait, une maladresse qui est pour que les gens voulaient être juste vus, disons. Donc, c'est juste donc on dit, mais quand on enlève des lunettes du pouvoir pour voir les relations, ça change même les relations entre nous, les gens. Ben, écoutez, Annie, Kimberly, David, Jean-Sébastien, Francesco, je vous remercie infiniment d'avoir prêté votre sagesse à ce dernier panel, puis aussi aux personnes ici qui ont fait des contributions tellement importantes pour continuer à construire.